Simplement, là, le visage, la reconnaissance du visage pour ces personnes qui veulent avoir des signes ostensibles dans ces établissements, je dis bien, publics. Après, pour le reste, il n'y a pas de difficulté. Et on peut vivre sa religion tranquillement avec l'autre qui ne croit pas. Et justement, ça, et il y a beaucoup même de ceux dans leurs croyances respectives et par rapport au pays d'origine qui eux-mêmes sont peut-être discriminés, ne serait-ce que par rapport aux écrits religieux, mais qui vont pour autant défendre leur religion. Voilà. Donc on est aussi parfois dans dans des positionnements un peu contradictoires, même par rapport à ceux qui peuvent souffrir, mais après c'est leur choix. Bien. On a constaté aussi dans votre biographie, depuis l'âge de 15 ans, vous êtes écrivain. Vous étiez en particulier écrivain dans les revues illustrées des fois pour les enfants et autre chose. Par exemple, à partir de 8 ans, à partir de 3 ans, Didou se découvre diverses écritures, œuvres que vous avez réalisées. Est-ce que maintenant vous êtes un aidant, un ambassadeur de la laïcité pour la République? Vous avez délaissé cette partie d'écriture? En fait, j'aime à dire que j'écris par nécessité. En fait, j'écris mon recueil de poèmes, j'ai écrit des livres pour enfants qui sont là depuis quelques années déjà. Et là, j'ai pu trouver une illustratrice, Maga, avec qui je collabore. Et ça promet pour le premier livre pour enfants, Les Étoiles du Monde. Je souhaite qu'il puisse sortir en cette fin d'année. On verra hein, si tout se boucle bien. Mais en tous les cas, ça sera déjà le début. Et par la suite, je pense qu'avec le déclic aussi, j'aurai des textes plus spécifiquement liés à la laïcité. Des livres plus centrés sur la laïcité. Je signale, vous cherchez un auditeur. Des éditeurs. Pour Didou, c'est ça? Les Étoiles du Monde et Didou se découvre. Donc les Étoiles du Monde, c'est à partir de 3 ans et Didou se découvre à partir de 8 ans. Bon, bah, si toutefois il y a des auditeurs qui nous écoutent. Et j'ai déjà sollicité, eh c'est vrai que c'est pas évident du tout ce monde, mais je reste confiant comme d'habitude. Bien. Alors, pour élargir le plus possible, j'ai pu comprendre à partir des différentes explications que vous donnez. À chaque fait, vous avancez dans la laïcité avance à petits pas pour ne pas brusquer, notamment, et pour permettre tout un chacun d'avancer ensemble. C'est ça? Oui, et elle se matérialise, pour moi, elle se révèle quand il y a justement des abus. Et c'est ça parfois qui me dérange, c'est-à-dire que parfois on n'en parle que parce qu'il y a des abus de la laïcité. Je pense que la laïcité devrait être vécue comme une normalisation, en fait, à l'heure actuelle. Et vice-versa. C'est-à-dire, on en parle quand on a besoin, ce que vous avez. Oui, quand il y a un fait de société. Aussi, si je me rappelle, en 2017, la laïcité dans les services publics, dans les lieux publics, est venue pour... il y avait une certaine crainte je pourrais dire, introduction religieux plus, et les religieux qui pourraient ne pas être la religion de la genèse de la République. Oui, mais c'est le cas de toutes les manières. Ouais, okay. C'est le cas, c'est une réalité aussi. Vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir plusieurs. Ça oui, va de soi. Oui, mais c'est une réalité de toutes les manières. Ouais. Ok. Alors, la foire à la laïcité en septembre prochain. Oui. Pouvez-vous nous en parler? J'ai pu constater que vous avez de nombreux soutiens, des députés, des maires, des politiques en grande partie. Bon, alors, sur ça, quel est l'intérêt de Monsieur Tout-le-Monde de venir à la foire de la laïcité? Qu'est-ce qu'il trouve? Qu'est-ce qu'il comprend? Il part avec quoi de plus? Il partira et ça sera ça à chaque édition, puisque chaque édition, il y aura une nouvelle génération, il y aura de nouvelles personnes qui viendront, ou d'autres qui voudront encore se rafraîchir. Peut-être qu'il y aura aussi d'ici à l'an prochain des choses qui se seront passées, donc une évolution aussi par rapport à la laïcité. Donc ce sera aussi une mise à jour de ce qui a pu être fait. Donc ils apprendront très concrètement où
réapprendront ou partageront et discuteront avec des intervenants, puisque j'animerai aussi ce volet avec ces intervenants de qualité, donc Laurent Vidal et Frédéric Réjean, avec aussi quelques jeux ludiques autour de la laïcité, ce qu'est la laïcité et ce que n'est pas la laïcité. C'est simplement ça. Et je pense que la compréhension de la laïcité passe par la connaissance historique religieuse de la France. Et qu'on a bien compris et qu'on veut bien retenir et tout ce qui s'est passé, toutes les violences, tout ce qui peut en découler, eh bien, je pense on doit être ravi à la fois d'avoir sa foi et sa religion et de pouvoir être protégé contre celle de l'autre. D'être protégé contre aussi l'État. D'être protégé aussi contre le citoyen lambda, contre celui qui ne croit pas. Parce que la religion, pour moi, la laïcité a 3 volets. Elle protège les religions contre elles-mêmes. Elle protège les citoyens lambda contre, et qui ne croient pas, contre ceux qui peuvent croire. Elle protège aussi l'État contre la religion. Donc il y a ce triptyque pour moi qui est important et qui est nécessaire. On peut vivre sa foi sans difficulté dans un pays laïque. Bien. Et quand vous rencontrez... D'où la base du respect. C'est pour ça qu'après, je parle surtout de respect. Parce que, encore une fois, s'il faut aller dans tous les détails des écrits, des textes religieux, il y a plein de personnes qui souffrent au quotidien par rapport à ces écrits. Donc, d'où le fait de respecter l'autre. Je crois à ce que je lis, l'autre a le droit de ne pas croire en ce que moi je crois. Bien compris. Voilà. Quand vous rencontrez des fervents croyants de la religion qui sont à fond dedans, qui pour eux déjà ne pas mettre leur signe ostentatoire, c'est déjà leur déranger dans leur façon d'être d'une manière automatique, parce qu'ils ont connu que ça. Et je peux souligner notamment pour la communauté, si je puis m'exprimer ainsi, créole, auquel c'était une porte de sortie dans leur situation sociale, voire encore plus tôt, situation d'esclave. Parce que dans le Code noir et différents écrits là-dessus, dans les différentes conditions, à partir du moment qu'on traversait le portail du christianisme, c'était ce qui était à l'époque enseigné dans les colonies, eh bien, à ce moment-là, vous sortez dans votre condition de meuble. Vous devenez un humain. Et plusieurs papes, Clovis et autres, ils ont, je pourrais dire, souligné cela. Ils étaient d'accord, ils ont... je ne trouve pas le mot vraiment approprié, mais ils communiaient avec ce genre de pensée. Est-ce que parce qu'à l'époque, il y avait une croyance aussi forte sur la religion, ou est-ce autre chose? Mais c'est exactement ça, c'est exactement la puissance de la religion à l'époque. Donc ce que sont les croyances aux Antilles actuellement, ce ne sont que le relent de ce que le maître Colomb a acté au travers du Code noir en 1685. Donc il peut y avoir aussi de la part de certaines personnes une réflexion. Le roi et le pape étaient d'accord. Voilà, donc on croit en une religion que les anciens esclavagistes ont obligé nos aïeux à croire. Et de génération en génération, on s'en est imprégné et on en est là aujourd'hui. Quand vous les rencontrez, ce type de personnes qui sont des fervents croyants, arrivez-vous à discuter amplement? Si
chacun reste dans le respect, il n'y a pas de difficulté. Moi, j'ai pas de